Bonjour, l'Amérique. Quand on entend ça, on pense aux États-Unis, grosses voitures, cow-boys et dollars. Sauf qu'on oublie l'autre Amérique, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, et celle-là, elle n'est pas du tout pareille. C'est pour ça qu'on ferait mieux de dire les Amériques. Galilée vous invite aujourd'hui à découvrir un endroit où les Amériques se rencontrent dans un contraste saisissant. La frontière entre les États-Unis et le Mexique, et plus particulièrement la ville d'El Paso et sa jumelle mexicaine de Juárez. Nous sommes à la frontière de deux villes et de deux pays. El Paso aux États-Unis et au loin Ciudad Juárez au Mexique. La frontière sépare les deux villes. Côté américain, on distingue des zones d'entrepôt, le centre-ville d'El Paso, de vastes zones d'habitation traversées par une autoroute. Et côté mexicain, au loin, la ville de Ciudad Juárez. Les deux agglomérations se prolongent vers l'est sur une dizaine de kilomètres. Au-delà de la frontière, côté mexicain, s'étendent de vastes zones industrielles. Cette frontière est unique au monde. Vous avez d'un côté les États-Unis, qui est la plus grande puissance économique du monde, et de l'autre, un pays du tiers-monde. C'est le jour et la nuit. Chaque jour, Ed Trush, qui vit à El Paso, emprunte cette autoroute qui longe le Rio Grande. Ce fleuve marque la frontière entre les deux pays. Pour passer des États-Unis au Mexique, on doit emprunter l'un des 4 ponts qui franchit le fleuve. Voilà, on vient juste de passer la frontière. Pour rentrer au Mexique, on a une chance sur 8 d'être contrôlé. Alors que pour rentrer aux États-Unis, il faut faire la queue car chaque voiture est contrôlée. Il faut que l'on déclare toutes les marchandises qui proviennent du Mexique. Ed Trush est patron d'une entreprise américaine installée au Mexique depuis 1983, tout près de la frontière, dans un grand parc industriel. Il est venu ici pour une raison simple. On est là pour profiter de la main-d'œuvre bon marché. Et en même temps, on crée des emplois là où il n'y en avait pas. Comme son entreprise, des centaines d'autres sont venus ici pour profiter de la main-d'œuvre abondante, des bas salaires et de l'absence d'impôts. Ces entreprises sont appelées maquiladoras. On en compte près de 400, elles emploient environ 200 000 personnes. Les plus grandes multinationales américaines, japonaises et européennes ont ici leurs ateliers de montage. Tout a commencé en 1965, quand le gouvernement mexicain a autorisé leur installation. Depuis, le phénomène n'a cessé de s'amplifier. Ed Trush est sous-traitant. Il a 4 ateliers différents qui lui permettent de s'adapter rapidement aux commandes des multinationales. Il emploie 300 personnes. Ils ne sont pas du tout qualifiés. Ce n'est pas vraiment un problème pour nous, car le travail ici est répétitif. On forme les employés en 2 ou 3 heures et ils sont tout de suite opérationnels. Le salaire moyen dans une maquiladora est d'environ 180 francs par semaine. Mais à ça, il faut ajouter les avantages. Une fois par mois, s'ils ont bien travaillé, s'ils n'ont pas manqué un seul jour, et s'ils ne sont pas arrivés en retard, ils reçoivent une grosse boîte avec l'essentiel. Ils ont 5 kilos de riz, 5 kilos de farine, 3 kilos de café, du chocolat, du Nesquik pour les enfants, de la farine pour faire les tortillas. C'est une grande boîte. On préfère ne pas leur donner d'argent liquide, car ça on est sûr qu'ils l'apporteront à la maison.
Malgré les faibles salaires, les maquiladoras attirent continuellement des milliers de personnes qui viennent non seulement du Mexique, mais aussi des autres pays d'Amérique centrale. Ici, il n'y a pas de chômage car les entreprises cherchent toujours de la main-d'œuvre. En 20 ans, Ciudad Juárez est devenue la 4e ville du Mexique avec ses 1,5 million d'habitants. Une urbanisation sauvage s'est développée. Les nouveaux arrivants construisent leurs maisons avec des moyens de fortune. Les infrastructures ne suivent pas et beaucoup de quartiers n'ont même pas l'eau. Grâce à l'aide d'une congrégation religieuse, Blanca Banderas a pu construire sa maison en dur. Elle travaille depuis 10 ans dans une maquiladora. On travaille 9h30 par jour, debout devant une chaîne. Je suis payée 24 francs par jour. Dans une famille, si elle veut s'en sortir, tout le monde doit travailler, le père, la mère et les enfants. Et les enfants, s'ils n'ont pas l'âge, ils facilient leur acte de naissance. Les syndicats sont interdits, nous vivons beaucoup de stress, une grande violence, parce qu'on subit une grande pression au travail. Et souvent on se dit, est-ce que toute notre vie on sera des maquileros? Est-ce que toute notre vie on va travailler pour la maquiladora? Pour le moment, on le fait parce que ce qu'on gagne, ça nous permet de survivre. Malgré tout, les maquiladoras apportent chaque année à Juárez des millions de dollars qui profitent à une minorité. Elle peut ainsi accéder au mode de vie américain. De l'autre côté de la frontière, le centre-ville d'El Paso, avec ses rares immeubles de bureaux, est essentiellement consacré au commerce. Ici, 80% de la population est d'origine mexicaine et le taux de chômage dépasse les 11%. Mais le dynamisme d'El Paso est ailleurs, dans de vastes zones où se sont installés entrepôts et bureaux. Tout ce qui est fabriqué au Mexique revient ici, est stocké puis redistribué vers les USA et le reste du monde. Ces entrepôts s'étendent sur des milliers d'hectares gagnés sur le désert. D'origine mexicaine, Mike Alvarez a commencé comme simple ouvrier dans cet entrepôt. Il a gravi les échelons et se retrouve aujourd'hui responsable des ventes. Il a réussi à obtenir la nationalité américaine, mais il a parfois le mal du pays. Si j'avais la possibilité de gagner autant d'argent côté mexicain, je préférerais vivre à Juárez, à cause du mode de vie. Ici, quand on va dans la rue, on voit personne. À Juárez, les gens sont plus ouverts et plus chaleureux qu'ici. El Paso compte 800 000 habitants. Les nouveaux quartiers résidentiels se développent dans le désert, à l'est de la ville. Voilà, c'est la maison où je vis. Ici, je parle espagnol avec ma famille. Ça fait 1 an qu'on est installé ici aux États-Unis. J'ai 2 voitures et 2 enfants. Quand je suis arrivé aux États-Unis, je ne parlais pas un mot d'anglais. Je l'ai appris petit à petit. Et en 2 ans, je le parlais, je le comprenais bien. Et mon prochain objectif, c'est que mes enfants l'apprennent, et ma femme aussi. C'est un rêve pour tous les gens de Juárez de pouvoir vivre ici. Mais c'est un rêve que peu d'entre nous ont pu réaliser. Ils sont des milliers chaque jour à tenter la traversée du Rio Grande pour rejoindre les États-Unis et à défier la surveillance de la Border Patrol. Salvador a lui aussi tenté plusieurs fois le passage vers la terre promise. Il connaît toutes les ficelles des clandestins. Voilà, c'est le Rio Bravo, qui sépare le Mexique des États-Unis. Avant, ici, il y avait moins de problèmes pour traverser. On pouvait émigrer facilement. Il y avait du travail aux États-Unis. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de traverser le Rio. Regardez, ils ont installé des grillages de l'autre côté.
Actuellement, il y a des passeurs qu'on appelle des coyotes. Ces coyotes fournissent de faux passeports aux illégaux qui veulent aller de Juárez à El Paso. Et ils les font payer $100 par personne. Nous sommes au quartier général de la Border Patrol à El Paso. 1100 officiers surveillent la frontière. Ici sont conduits les illégaux capturés. Ils sont fichés puis relâchés, mais ils risquent la prison s'ils récidivent. On appréhende environ 500 personnes par jour. On comprend que ces gens veuillent venir dans ce pays pour trouver du travail. Je sais que ces gens ont besoin de manger et de nourrir leur famille tous les jours. Mais en même temps, c'est contraire à la loi de rentrer dans ce pays sans papier. Et notre boulot, c'est de faire respecter cette loi. En ville, c'est le fleuve qui sert de frontière. Un peu plus loin, elle est matérialisée par ces grillages. Depuis que nous surveillons le coin avec des caméras et des capteurs dans le sol, nous savons exactement par où les immigrants vont essayer de passer. Nous ne jouons plus au chat et à la souris. On se planque, on les attend et ils sont obligés de sortir. Bien sûr, le boulot est plus dur la nuit, on ne voit rien. Mais nous sommes équipés de caméras infrarouges et les agents patrouillent avec des lunettes infrarouges. Ici, 2 clandestins sont repérés. J'attrape de 2 à 15 personnes chaque nuit. J'ai pas peur de faire ce boulot. Je suis une femme imposante et rapidement je prends la situation en main. Cette même nuit, au poste frontière, un bus raccompagne des immigrés clandestins qui ont passé plusieurs jours en prison. Forcés à regagner le Mexique, ils tenteront certainement leur chance un autre jour. Car même s'ils peuvent trouver du travail à Juárez, ils auront toujours le sentiment d'être nés du mauvais côté de la barrière. Les gardes-frontières peuvent bien se transformer en soldats de la guerre des étoiles s'ils le veulent. De toute façon, les États-Unis accueillent de plus en plus d'hispaniques et il faudra bien faire avec. Car mon bon monsieur, c'est comme ça, tout change, tout se mélange, et c'est tant mieux. Galilée est maintenant terminé, mais reviendra bientôt. Adios muchachos.